Jack Ma ne sait pas chanter et pourtant c'est une rockstar dans son pays. L'entreprise qu'il a créée, Alibaba, a tellement grossi qu'en 2020, sa branche Finance, Ant Group, est sur le point de faire une introduction en bourse historique. Un truc tellement gros que même Wall Street aurait fait waouh, sauf que l'IPO devait se faire à Shanghai et Hong Kong. Oui, même Wall Street a eu le FOMO. Mais son sens du spectacle finira par lui coûter cher quand il va mystérieusement disparaître après avoir tenu des propos déplacés sur le gouvernement chinois. Jack Ma, le fondateur du site Alibaba, a disparu. Alors comment un simple prof d'anglais, pas franchement brillant, a-t-il réussi à créer l'une des plus grosses entreprises au monde ? Comment Alibaba a réussi à gagner la guerre des enchères face à eBay ? Et surtout, qui est Jack Ma et où est-il passé ? Et avant tout ça, il faut comprendre un truc. Jack Ma, c'est pas juste l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'une Chine qui se réveille. Une Chine qui s'ouvre en 1978, qui devient l'atelier du monde, qui se connecte à Internet en 1994 et qui, dans le même temps, commence déjà à construire ses murs numériques, ce qui deviendra le Great Firewall. Aujourd'hui, on ne parle pas de Mick Jagger ni de Frank Zappa, mais bien de l'incroyable vie de Jack Ma, certainement l'entrepreneur chinois le plus connu de la planète. Jack Ma, de son vrai nom Ma Yun, né en 1964 à Hangzhou, dans une famille modeste, il grandit dans le climat de la difficile révolution culturelle en Chine, sous l'autorité de Mao Zedong. Mais pendant que lui grandit, la Chine aussi est en train de changer de peau. Mao meurt en 1978, Deng Xiaoping arrive avec sa phrase implicite. Ok les gars, on garde le parti, mais on ouvre le business. Toujours autoritaire, mais beaucoup plus libéral et mondialisé. Résultat, dans les années 80-90, la Chine commence à devenir une gigantesque machine à produire. Et quand tu vois Made in China partout aujourd'hui, c'est pas magique. C'est la conséquence directe de ce virage-là. Et 2001, entrée à l'OMC. On passe le turbo. Malgré tout, pendant sa jeunesse, Jack va développer une réelle passion pour l'anglais. Pendant 8-9 ans, il raconte qu'il allait tous les matins à vélo près d'un hôtel, une zone touristique, pour se faire pote avec les étrangers, leur faire visiter les environs et s'entraîner, surtout, à parler anglais. Et heureusement qu'il est plutôt doué en anglais, parce que pour le reste, c'est pas trop ça. Jack, c'est pas notre profil de geek surdoué habituel. C'est même plutôt un élève médiocre, qui échoue dans la plupart des choses qu'il entreprend. Il rate 2 fois l'examen d'entrée à l'université d'Hangzhou, et il y entre à la 3e. Bon, il aime dire qu'il s'est fait refuser 10 fois de Harvard. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times rejected. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a postulé à Harvard alors qu'il n'arrive même pas à aller à l'université du coin de sa ville. Mais bon, le pire, c'est quand KFC débarque à Hangzhou. When KFC come to my city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. C'est pas le Thunders le plus croustillant du bucket, le Jack. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vidéos en ce moment, j'essaye de plus en plus d'illustrer des idées avec de l'IA. Je l'avais déjà fait dans certaines de mes anciennes vidéos, mais là, je trouve qu'on rentre de plus en plus dans une nouvelle ère. Le but, c'est de pouvoir illustrer des choses que je pourrais pas illustrer autrement, pour rendre le contenu plus immersif et plus divertissant, pour que vous puissiez le regarder et l'apprécier. Mais pour ça, il faut que la vidéo, elle ressemble vraiment à ce que j'ai en tête. Par exemple, dans cette vidéo, il s'agit pas juste de dire à une IA « illustre-moi Jack Ma » et de prendre ce qui sort au hasard. Et en fait, c'est dans ce processus créatif que moi, j'utilise Dream Machine de Luma AI. Parce qu'en fait, ça me permet de générer des vidéos en ultra haute qualité et surtout de faire des feedbacks directement à l'IA. Un peu, en fait, comme si j'avais une personne qui crée les animations pour moi et que je lui disais ce qu'il fallait modifier précisément. Parce que l'interface, elle permet d'itérer directement sur les rendus, modifier l'image de début, l'image de fin, allonger une séquence en un clic, ajouter des personnages et des effets jusqu'à obtenir ce que j'ai vraiment en tête. Et d'ailleurs, avec le fait de pouvoir importer moi-même mes propres images, je peux ajouter une référence à une personne précise et l'interface, elle est ultra intuitive. Je peux même, si je veux, en quelques clics, ajouter du son ou augmenter la qualité de la vidéo. Ou encore demander à l'IA de me proposer des alternatives. Et tout ce que je viens de vous montrer, en vérité, c'est un nouveau réflexe dans mon processus créatif. Il me reste plus ensuite qu'à trier et choisir quoi vous montrer pour rendre la vidéo, j'espère, plus agréable à regarder. Et ce qui est vraiment ultra pratique, c'est que Luma AI, en fait, ils ont englobé toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle dans Dream Machine. C'est un nouvel outil qui permet de faire en quelques minutes des choses qui étaient impossibles il y a encore très peu de temps. Et surtout d'affiner progressivement le rendu.
comme dans une discussion avec une IA. Bref, tout ça c'est dispo sur Luma AI, n'hésitez pas à aller jeter un œil, et merci aussi à eux de sponsoriser cette vidéo. Et donc on repart sur Jack Ma, c'est parti. Alors en 88, quand Jack Ma finit par décrocher laborieusement un diplôme de prof d'anglais, il sort le champagne, c'est un truc de fou pour lui qui a toujours connu l'échec. Il commence à enseigner pour un salaire de misère, dans les récits, on parle souvent d'une douzaine de dollars par mois, et c'est à cette période qu'il rencontre son âme sœur, Zhang Ying, avec qui il partagera toute l'aventure de sa vie. Mais comment est-il passé de simple prof d'anglais à CEO d'une des plus grandes boîtes d'e-commerce du monde, me direz-vous? Eh bien, tout commence avec une porte, la porte que Deng a ouverte en 1978. Deng Xiaoping a ouvert les portes et laissé rentrer le Tenders, cette égérie de la soft culture américaine déguisée sous une robe de croustillant. Jack Ma profite donc de ce changement de politique économique pour créer une entreprise d'interprète en parallèle de son job de prof. Un move franchement plutôt bien senti, puisque c'est grâce à cette boîte que quelques années plus tard, il va avoir la chance de voyager aux États-Unis. Et c'est là-bas, en 1995, qu'un événement va complètement changer sa vie. En 1995, Jack il part aux États-Unis pour un déplacement donc pro. Et là, première claque, il découvre un ordinateur. Ouais, il a 31 ans et c'est la première fois qu'il pose les mains sur un clavier. Imaginez un peu, il voyage aux États-Unis pour la première fois, il se fait la côte ouest et en plus, il découvre les ordinateurs et Internet. Et là, grosse claque. Et qu'est-ce qu'il décide de chercher sur Internet, le Jack? So I searched the word beer, and I found American beer, Germany beer, and no Chinese beer. So I was curious, I searched China, no data. Donc, le petit Jack, il se dit, si jamais j'arrive à mettre les boîtes chinoises de bière, mais de tout et n'importe quoi d'ailleurs, sur le net, bah ça peut être un bon business. Donc il rentre en Chine et il fonde China Page, un espèce de page jaune sur Internet. Et là, premier truc important, Jack ne sait toujours pas coder. Il n'est pas tech, mais il a compris que les autres n'ont pas encore compris Internet. C'est pas un gadget, c'est une autoroute. Sauf que pour avoir du trafic sur son site, il faut avoir des entreprises dessus. Donc là, il commence à démarcher une à une les boîtes qui sont pas très emballées par l'idée d'être sur un annuaire numérique. C'est toujours pareil, il faut que quelques-unes sautent le pas pour que les autres suivent. Mais Jack n'arrive pas à convaincre. Et c'est normal, à l'époque, Internet, en plus en Chine, c'est encore un mot très chelou. D'ailleurs, petit détail de contexte, la Chine se connecte officiellement à Internet en 94. Donc en 95, c'est vraiment le Far West. Il y a plein de gens, ils savent pas ce que c'est ce mot Internet. Et pendant que les entrepreneurs découvrent à peine le web, l'État, lui, commence déjà à réfléchir en mode « Ok, Internet c'est bien, mais on veut un Internet chinois ». Fin des années 90, des projets de contrôle apparaissent et au début des années 2000, le filtrage va se renforcer en Chine progressivement pour construire ce qu'on appellera plus tard le Great Firewall. Donc Jack, lui, il arrive avec son annuaire au milieu d'un pays qui découvre Internet et qui veut déjà le contrôler. Il réalise que son seul moyen d'avoir accès à toutes les infos dont il a besoin, c'est de devenir partenaire direct du gouvernement et donc d'obtenir l'accès au registre des entreprises. Vous le voyez venir, le petit Jack, il est malin, hein, parce qu'il arrive à obtenir un rendez-vous, il fait un pitch au parti qui décrit l'opportunité incroyable qui se présente avec Internet. 他可以直接订货订给香港、订给台湾、订给新加坡。他不会订到中国，因为中国在网上没有东西。 Faire rayonner le commerce, la culture et l'économie chinoise dans le monde entier, avec un but ultime de souveraineté évidente. 真正的目的是为了将来发展中国自己的信息高速。 Mais les gens du gouvernement, ils sont pas très intéressés par cette vision. Parce que Internet, ça leur parle pas trop et ils sont pas hyper emballés à l'idée de donner des informations sensibles sur les entreprises à un ancien prof d'anglais qui vient juste de débarquer avec un PowerPoint dans les yeux. Donc après s'être fait recaler par le gouvernement et avoir compris que personne n'est vraiment prêt pour ce qu'il propose, Jack, il abandonne son idée. Et pourtant, le futur s'apprête à lui donner raison. Ce qu'il faut comprendre, entre 95 et 2000, c'est la foire à l'IPO, les entrées en bourse. Et si vous souhaitiez devenir riche dans les années 90, ça se passait à peu près comme ça. Choisissez un concept potable, achetez un nom de domaine qui claque, pitchez ça devant des investisseurs. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir un business model, hein, vous avez un nom de domaine. Déjà à l'époque, ça fait le taf tout seul. Ensuite, développez un truc sympatoche avec la thune des investisseurs et racontez partout que vous allez rentrer en bourse, un peu comme si vous faisiez un wrapper IA aujourd'hui. Finissez par effectivement être coté en bourse, vendez vos parts et mettez-vous en plein les poches. Et enfin, asseyez-vous, prenez un petit verre de votre boisson préférée, et vous l'avez bien mérité d'acheter ce nom de domaine, et regardez doucement la bulle Internet éclater. Des boîtes coulent par milliers, les actions que vous avez vendues la veille ne valent plus rien, mais vous avez un verre de champagne dans les mains, et les seules bulles qui comptent, c'est celles qui claquent sous la langue. Bon, en gros, vous avez compris, 99% des boîtes qui se sont créées pendant cette période, cette bulle, ont fini par mourir, mais certains irréductibles ont résisté à l'effondrement. Aux US, par exemple, on va retrouver Amazon, Yahoo, en Chine, il y a Baidu, Tencent, et vous me voyez venir, Alibaba. Alors comment Jack Ma a-t-il réussi
a créé l'une des seules boîtes assez robustes pour résister à toute la tempête. Parce que loin de la Silicon Valley et après l'échec de China Page, Jack Ma, il bosse ensuite à Pékin sur un projet de e-commerce dans l'orbite gouvernementale. Parce que ça, c'est un détail crucial. Il voit le commerce chinois de l'intérieur. Il comprend un truc très simple. La Chine est en train de devenir l'usine du monde. Des millions de PME fabriquent des trucs, plein de trucs, mais elles n'ont pas l'accès aux acheteurs mondiaux. Donc en 99, il décide de retourner chez lui à Hangzhou pour y fonder son plus grand succès. Avec 17 potes et anciens élèves, ils vont bosser nuit et jour dans son petit appartement pour lancer Alibaba. Et là, pause, 2 secondes. Pourquoi ces gens-là suivent Jack ? Parce que sur le papier, c'est absurde. Le mec, il a découvert Internet à 31 ans, il code pas, il échoue partout, et il raconte, on va construire l'Amazon chinois du B2B, venez. Frérot, sauf que Jack, il a un super pouvoir. Il te vend une vision. Il vend pas un site, il vend une mission. On va rendre le business facile partout. On va donner une chance aux petites boîtes chinoises. Et surtout, il sait s'entourer. Dans la bande des débuts, il y a un mélange qui fait très groupe de rock. Il y a tous les profils, des gens opérationnels, des commerciaux et 1 ou 2 vrais cerveaux tech. En gros, Jack, c'est le chanteur du groupe, mais il a besoin de très bons musiciens. Et parmi les musiciens, il y a des profils clés. Par exemple, Eddie Yu, qui est souvent présenté comme le programmeur de Alibaba parmi les fondateurs, et aussi un profil finance, droit, comme Joe Tse, qui rejoint très tôt et qui rend l'histoire crédible face aux investisseurs. Donc Jack, c'est pas le gars qui écrit le code. Jack, c'est le gars qui écrit le scénario et qui recrute ceux qui tournent le film. Ils l'ont nommé Alibaba en espérant que les entreprises chinoises iront dessus en disant « Sésame, ouvre-toi au commerce mondial ». En plus, Alibaba commence par un A. Donc s'il y a d'autres China Page qui s'ouvrent, Jack est sûr d'être bien référencé. Ouais, il a eu l'idée en voyant que la plupart des PME chinoises n'ont pas accès aux grands événements commerciaux comme la foire de Canton, alors que le commerce chinois est en plein essor. Donc il a imaginé un site qui permet à toutes les PME d'exporter leurs produits en les connectant directement aux acheteurs du monde entier. Et attention, ramener des boîtes sur Alibaba à l'époque, c'est pas une pub Facebook, c'est du terrain. Des zones industrielles, des patrons de PME qui te disent Internet, c'est pour les Américains. Donc Alibaba va construire la confiance comme un escalier. Et là, le move intelligent, ils mettent en place des programmes payants de mise en vente certification, genre Gold Supplier au début des années 2000. En gros, tu veux des leads internationaux ? Tu veux paraître sérieux ? Viens, on te structure ton profil. Et chez Alibaba, pas question de se la couler douce. Jack a filmé le pitch qu'il fait à son équipe au moment de parler de la vision de l'entreprise. Et franchement, c'est pépite. 如果说我们是早上8点钟下班，5点钟8点钟上班，5点钟下班，这个不是搞高科技啊，这个绝对不是我们阿里巴巴能成功。如果说我们以这种精神，反正我上班了，8点钟上班，5点钟下班了 ，OK， 赶紧去其他地方。 Alibaba, c'est un mot qui peut être compris par le monde entier. C'est pas pour rien. Les Américains sont forts en hardware et en système, mais lorsqu'il s'agit d'informations et de logiciels, les cerveaux chinois, ils sont aussi bien câblés que les leurs. Ces images-là, elles sont tournées à la création d'Alibaba en 1999. Quand on regarde toute la séquence, on sent que Jack, il met la barre très haut. Il a une ambition énorme pour Alibaba, mais j'ai aussi l'impression qu'il vénère un peu la Silicon Valley, les Américains. Il veut s'y frotter et les battre, mais aimerait bien être aussi pote avec eux. 第二个呢，我想就是我们要学会硅谷人的一种拼劲。我们所有的竞争对手不在于中国，而在于美国的硅谷。 Je suis prêt à parier qu'il a préparé son speech en regardant des films américains, qu'il a répété ça comme un acteur hollywoodien d'ailleurs. Enfin, un acteur qui regarde quand même la caméra de temps en temps pour être certain que ce moment historique soit bien filmé. Hein, Jack ? Dans ce pitch, il nous livre aussi une petite prédiction hyper intéressante. Il dit que tout le monde sait que la bulle Internet va s'effondrer. Ok, il a eu raison, et que lorsque ça va arriver, 然后呢，把股票掉了，哎，eBay 股票会涨。那么有一天 eBay 股票涨了以后，可能阿里巴巴社区的股票涨。 on verra plus tard si sa prophétie se réalise. Mais pour l'heure, Jack, franchement, il se débrouille plutôt bien pour être prof d'anglais. Et là, il y a un événement qui transforme le loser en mec crédible. L'argent. Voilà, l'argent, ça transforme n'importe qui. En octobre 1999, Alibaba lève gros pour l'époque, autour de 25 millions de dollars. Goldman Sachs et surtout SoftBank. Alors attention, SoftBank, c'est pas juste une petite banque, c'est un mastodonte chinois de l'investissement tech. Et quand un mastodonte te met un chèque, bizarrement, les gens commencent à te prendre au sérieux. La boîte, elle évolue très très vite. Et plutôt que de balancer un chiffre trop précis, retiens ça. Au début des années 2000, Alibaba dépasse le 1 million de membres et devient un acteur central du B2B chinois, très rapidement. Et là, maintenant que ce marché est bien engagé, Jack, il va continuer d'accélérer en s'attaquant à celui du commerce entre particuliers. Parce que ce pivot marque le début d'une guerre commerciale sans merci avec son plus grand opposant, eBay. Et juste avant cette guerre, plot twist sanitaire, 2003, le SARS.
La maladie semble très contagieuse. Une mystérieuse épidémie de pneumonie partie d'Asie est une menace sanitaire pour tous les continents. Et tu vas voir que cette maladie, elle va jouer un rôle énorme dans la bascule vers l'e-commerce. Donc on l'a vu tout à l'heure, après l'éclatement de la bulle Internet, beaucoup de boîtes ont fait faillite, mais certaines ont résisté. C'est le cas de eBay, comme je te l'ai dit, un site de vente aux enchères entre particuliers. eBay, c'est l'école du réseau. Plus t'as de vendeurs, plus t'as d'acheteurs, plus ça attire. Et plus ça devient impossible à arrêter, cette boucle. Fondé en 1995, IPO en 1998 et début des années 2000, c'est déjà un monstre eBay à l'époque. Il s'étend rapidement dans le monde entier. Par exemple, en France, il débarque en 2001 après avoir racheté eBazaar, leur concurrent local. Sur eBazaar.fr. Moi, Simone, je peux tout vendre et tout acheter sur Internet à des prix incroyables. Donc, dans sa prophétie de tout à l'heure, Yahoo s'est effondré, eBay est monté, mais comme leur croissance à l'international se passe plutôt bien, ils tardent pas à s'intéresser sérieusement au marché chinois. Et d'ailleurs, c'est complètement logique. Vu le nombre de clients potentiels et le peu de concurrents existants, boum. Mais attention, parce que beaucoup ont déjà essayé de se frotter au marché chinois. Et la plupart s'y sont cassés les dents. Donc pour conquérir ce nouveau territoire, eBay décide d'acheter local, iShnet. Et là, petite précision factuelle. C'est pas un chèque unique, c'est une prise en 2 temps. iShnet. Parce que eBay, ils investissent d'abord en 2002, puis le rachètent en 2003, pour un total de l'ordre de 150-180 millions de dollars. Et franchement, quand on voit les achats-acquisitions aujourd'hui, ça peut paraître ridiculement bas. Parce que pour Jack Ma, l'arrivée d'eBay sur le marché chinois, ça représente une vraie menace. Il se trouve que iShnet et Alibaba ont pas mal de clients en commun, des petites entreprises qui font du gros sur Alibaba et du détail sur iShnet, et Jack a peur que eBay, il lui vole ces clients-là. Parce que si eBay contrôle le C2C, consumer to consumer chinois, il peut aspirer tout l'écosystème finalement. Alors pour lui, c'est un peu le moment de vérité. Souviens-toi, il a construit Alibaba pour démontrer qu'il pouvait être plus fort que les Américains. Donc soit il arrive à s'imposer comme l'ennemi de la Silicon Valley, y compris sur cette terre, soit c'est le plus gros échec de sa vie. Et pour préparer la bataille, Jack revient aux fondamentaux. Il envoie une équipe d'élite dans son ancien appartement à Hangzhou pour travailler en secret sur un tout nouveau projet. Et ce que je t'expliquais en 2003, pourquoi le SARS était important, parce que vu que les gens bougent moins, ils testent l'achat en ligne. Il faut comprendre que le SARS, c'est un peu le Covid de l'époque. Et du coup, les habitudes changent. Et Jack Ma, il arrive avec pile le bon truc au bon moment. Après quelques mois de travail acharné, Alibaba rend public le fruit de leur dur labeur. Ils annoncent un tout nouveau site baptisé Taobao. Ce qui veut dire choisir des trésors en chinois. Et ils mettent un budget qui, selon les récits, tourne autour de 100 millions de yuan. En gros, l'équivalent d'une douzaine de millions de dollars à l'époque. Mais attention, Jack ne se lance pas dans cette guerre commerciale la fleur au fusil. Non. Parce qu'il est grand prince et que la Chine a besoin de son propre modèle pour l'e-commerce. Il annonce que Taobao sera gratuit pendant 3 ans. Oui, aucune commission ne sera prélevée sur les transactions entre particuliers. Ce qui n'est pas le cas sur eBay, évidemment. En tant que client, déjà, ça fait réfléchir. Mais en plus de la gratuité, Taobao comprend un truc que eBay ne comprend pas encore. En Chine, tu veux parler, tu veux négocier, tu veux sentir le vendeur. Et donc Taobao ajoute un chat entre utilisateurs, un système de notation et un système de paiement sécurisé, Alipay. Et il a eu du flair, Jack Ma. Parce que présenter Alipay comme une petite fonctionnalité de Taobao, c'est pas lui faire honneur. Quand Alibaba sort ça, au milieu des années 2000, ça change littéralement le game du commerce entre particuliers. Ce qui se passe, c'est que Alibaba met en place un mécanisme de détention temporaire des fonds. L'argent n'est versé aux vendeurs que si l'acheteur confirme la réception du produit. Ça rassure les acheteurs et les vendeurs qui craignent les fraudes. You are buying things from somebody you have never seen. I want to tell the people that the trust is there. Ça paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque, encore une fois, au début d'Internet, c'est un vrai bond en avant. Et la popularité d'Alipay ne s'arrête pas aux frontières de Taobao. La Chine connaît alors une véritable révolution d'usage. Le paiement mobile et le QR code s'installent partout. Petit à petit, Alipay va être utilisé absolument partout pour payer un sandwich, le taxi et même ses impôts. Donc en même temps qu'il fait la guerre à eBay, le Jack là, il révolutionne les solutions de paiement en Chine. Il est vraiment pas mauvais le prof d'anglais. You think eBay's time is over? Almost over. Too late for them in China. Effectivement, pendant que Jack abat ses cartes, ça tire un peu la langue du côté d'eBay. Parce que eBay était ultra dominant en 2003 et en 2-3 ans, Taobao les a démontés. Pourquoi ? Produits mieux localisés, gratuité et la confiance. Du chat plus Alipay. Et surtout un truc plus subtil, en Chine, l'environnement Internet se souverainise progressivement. Et ça favorise ceux qui comprennent les codes locaux et la relation aux régulateurs. Parce que eBay, ils sont venus avec leurs gros sabots d'Américains. Alors qu'il y a une règle inévitable, pour réussir en Chine, il faut être chinois. Au final, vers 2006, eBay arrête l'essentiel de ses opérations directes en Chine et bascule vers un partenariat. Traduction, ils ont perdu. En seulement quelques années, Jack Ma prouve donc au monde entier qu'il a non seulement les épaules pour battre des grosses boîtes américaines, mais en plus,
plus, il le fait en sortant 2 gros bangers, Taobao et Alipay. Et il va pas s'arrêter là. Parce que de l'autre côté de l'Atlantique, un autre géant du e-commerce a survécu lui aussi à l'explosion de la bulle. Amazon et son PDG Jeff Bezos sont tous sourires, et pour eux, eBay n'est plus vraiment un concurrent. Les seuls freins qu'ils rencontrent sont avant tout d'ordre technologique. Il leur faut une infrastructure capable de soutenir la croissance de leur activité et de ramener toujours plus de profit. Alors Amazon va innover et Jack Ma va les copier. En grossissant, Amazon et Alibaba sont confrontés aux mêmes problématiques techniques. Ils ont tous les deux des infrastructures, ce qu'on appelle on-premise, des serveurs chez eux, dans des locaux, etc., qui nécessitent l'achat, la configuration et la maintenance de serveurs physiques. Ça peut prendre des jours, des semaines, voire des mois. Et ça, c'est pas clairement en phase avec l'accélération d'un business. En plus, pour tenir des pics de trafic à Noël ou pendant les soldes, ils sont obligés de surdimensionner l'infra, donc payer pour des serveurs qui dorment 80% du temps. Ajoutez ça, les mises à jour longues, la complexité, les serveurs pas homogènes, etc. Amazon et Alibaba, ils passent donc énormément de temps et d'argent à résoudre des problèmes techniques et de moins en moins de temps à innover là où ça compte vraiment pour leur business de vente. Et si les constats sont les mêmes pour Jack Ma et Jeff Bezos, c'est Amazon qui trouve la solution en premier. Ils construisent progressivement leur infra cloud et en 2006, ils sortent AWS, une offre cloud destinée au grand public. Bah oui, ils ont galéré des années à construire une infrastructure robuste, donc autant capitaliser dessus et la vendre. Parce que le cloud, ça devient une cash machine monstrueuse. Donc Jack, il voit ça et il se pose 1000 questions. Pour lui, c'est clair, Alibaba doit faire pareil. Et en 2009, il lance Alibaba Cloud. Et ouais, Jack Ma, il est pas tech, mais il a eu la vision. C'est pas lui qui code le cloud, c'est lui qui comprend que l'infrastructure, c'est le pouvoir. Après s'être développé en interne, Jack Ma décide donc d'ouvrir la solution au marché chinois, début des années 2010, puis à l'international. Alibaba Cloud, une grosse partie du marché chinois, et même si la rentabilité arrive plus tard, c'est une réussite stratégique. Jack prend de l'avance et il construit une brique essentielle de la souveraineté numérique chinoise. Et puis, le manque de rentabilité d'Alibaba Cloud n'est pas bien grave, parce que la galaxie du groupe se porte bien. À Alibaba.com, Taobao, Alipay s'ajoutent d'autres marques comme Tmail ou AliExpress. Et le 19 septembre 2014 arrive le jour de la consécration. Alibaba entre en bourse. There's an IPO fever sweeping Wall Street. Chinese internet site Alibaba.com is coming next week. Mais pas à Hong Kong, à New York, sous le symbole BABA. Et une valorisation monstrueuse de 168 milliards. Ça vaut bien un petit roi lion, ça, non ? Même si ce n'est pas évident sous sa tenue de mi-coq, mi-rocker, Jack c'est un petit cachotier. Et la valorisation d'Alibaba Group aura été certainement encore plus grosse si Alipay faisait toujours partie du groupe. Et oui, parce que quelques années plus tôt, Alipay a été sorti du groupe Alibaba dans un move ultra controversé. Alors dans les récits, c'est souvent raconté comme Jack l'a fait en secret, au nez à la barbe des actionnaires, Yahoo et SoftBank, et il s'est attribué 100% du capital. La version factuellement plus propre, c'est qu'il prend le contrôle via une structure séparée, dans un contexte où la Chine impose des licences et veut garder la main sur les paiements. Mais on va pas se mentir, ça reste quand même un tour de magie. Un tour de magie qui fait très mal à Yahoo, mais promis, c'est pas la faute de Jack. Non, parce qu'en réalité, c'est la faute du gouvernement chinois. Afin de renforcer sa souveraineté, la Chine considère qu'il est crucial de maîtriser l'ensemble des flux financiers sur son territoire. Principalement parce que ces données ont une valeur stratégique énorme. Et autour de 2010-2011, la régulation des paiements en ligne se durcit, se clarifie. Pour opérer, il faut des licences, et le contrôle doit rester chinois. Le problème avec Alipay, c'est que comme elle est liée à Alibaba, elle est aussi indirectement reliée à des actions étrangères historiques. Vous savez, Yahoo, SoftBank. Donc pour permettre à Alipay de continuer d'exister, Jack y fait son move. Alipay sort du groupe Alibaba et passe dans une structure qu'il contrôle. C'est seulement après coup, d'ailleurs, que les actionnaires découvrent l'ampleur du truc. Ouais, si t'étais actionnaire d'Alibaba à l'époque, tu te dis Alipay est sorti sans que je le sache, plus la mauvaise un peu. Et le marché, il réagit violemment. Yahoo, il prend une claque. Vous imaginez bien que Yahoo et SoftBank sont furieux. Alors d'abord, ils s'assurent qu'Alipay continue à opérer sur Alibaba et Taobao pour garantir une continuité de service, mais ils négocient aussi un petit billet en cas d'introduction en bourse d'Alipay. Un truc entre 2 et 6 milliards selon la valo. Jack Ma, il est immédiatement d'accord, bien conscient qu'il laisse ses anciens actionnaires se partager les miettes et que la valeur d'Alipay sera bien au-delà quelques années plus tard. Son plan, il aurait pu se dérouler à la perfection, mais malheureusement pour Jack, c'était sans compter sur l'intervention du gouvernement chinois. On est en 2020 et Ant Group, la société mère d'Alipay, s'apprête à faire une entrée en bourse historique. Mais alors pourquoi la Chine a-t-elle suspendu l'introduction en bourse dans le groupe? Et surtout, où est passé Jack Ma? Parce que jusque-là, Jack Ma, il a joué la partie parfaite. En 20 ans, il est devenu une icône de l'entrepreneuriat chinois, il est reconnu dans le monde entier pour son charisme, mais surtout, il est devenu un symbole, celui qui montre qu'un Chinois peut bâtir un géant tech mondial face aux Américains. Et c'est là que son personnage devient dangereux. Parce que Jack Ma,
c'est pas juste un CEO discret, c'est un showman. Il chante, il danse, il se déguise, il fait le roi lion, il balance des punchlines, il fait des conférences comme si c'était des concerts. Et dans un pays où le pouvoir n'aime pas qu'un individu soit plus lumineux que l'État, ça commence à sentir le roussi. Au-delà de sa popularité, Jack Ma a su se montrer indispensable. Grâce aux success stories d'Alibaba Cloud, Taobao ou Alipay, énormément d'entreprises et de citoyens dépendent de solutions qui gravitent autour de son empire. Et ça donne un pouvoir réel à un seul homme. Et c'est dommage, parce que là, Jack s'est toujours tenu à carreau. Il sait pertinemment que pour assurer sa survie entrepreneuriale, il faut à tout prix compter le parti parmi ses alliés. Et ce jour d'octobre 2020, Jack Ma va trébucher. Excès de confiance, péché d'orgueil. Franchement, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, mais il s'apprête à commettre la plus grosse erreur de sa carrière et sûrement de sa vie. Parce que juste avant l'entrée en bourse, Jack il prononce un discours dans lequel il critique vivement la politique de régulation. 缺乏金融系统的风险。中国的金融和其他刚成长起来的发展中国家一样，在金融业 Il y dénonce la mentalité de prêteur sur gage des banques chinoises et appelle à une réforme du système financier, estimant que la régulation étouffe l'innovation. Il dit que la situation financière de la Chine est la même que celle des pays émergents, parce que dans la foulée, le gouvernement, il accule les entreprises de Jack Ma. Il stoppe net l'IPO, l'entrée en bourse d'Ante, début novembre 2020. Ils mettent Alibaba sous pression et exigent une restructuration complète de l'entreprise. Et pendant ce temps, Jack Ma, il répond plus. On ne sait pas où il est. Il avait volatilisé. On se demande où est passé Jack Ma, le milliardaire chinois, fondateur d'Alibaba. Il a disparu, n'a plus été vu publiquement depuis octobre dernier. Il disparaît totalement des médias pendant près de 3 mois, ce qui alimente énormément les spéculations. D'autant plus que c'est pas le premier à disparaître soudainement, après avoir contrarié le pouvoir. Selon certains documentaires et enquêtes, plusieurs patrons maniés aux figures publiques ont disparu en Chine, temporairement ces dernières années. Peng Shuai, Zhao Xianyuan, et même sans comparer les histoires, ça installe une atmosphère. En Chine, la disparition médiatique, je pense, ça fait flipper. Donc quand Jack réapparaît quelques mois plus tard, il peut s'estimer heureux que le gouvernement, il n'est pas attaqué plus sévèrement, lui et ses entreprises. Et les premières images de son grand retour sont tournées lors d'une visioconférence qu'il a avec des centaines d'enseignants du monde rural en Chine en janvier 2021. Il se fait le porte-parole des priorités du gouvernement chinois. Éducation, philanthropie, valeurs. Entre les lignes, il faut simplement comprendre qu'il est rentré dans le rang. Sa réapparition met fin aux spéculations et l'action d'Alibaba rebondit. Depuis, Jack se fait discret. N'est plus CEO d'Alibaba. Jack Ma quitte son entreprise créée en 1999. Fini les tenues de rockstar et le roi lion à acapella, il s'efface de la gestion quotidienne, mais attention, s'effacer ne veut pas dire disparaître. D'après le Financial Times et d'autres médias, il vit un quotidien discret à l'étranger, notamment au Japon, et il réapparaît par petites touches. Et puis arrive le vrai plot twist, parce qu'à partir de 2025, on le revoit dans un contexte où la Chine a besoin de rassurer le secteur privé et où la guerre technologique avec les États-Unis devient sujet numéro 1. Et oui, n'oubliez pas, Jack Ma, c'est l'homme providentiel chinois. C'est le symbole qu'une Chine peut réussir face aux géants américains. Et là, le champ de bataille en 2025 a changé. On ne parle plus de qui vend le mieux des chaussures sur Internet, on parle de qui contrôle le cloud, les puces, les modèles d'IA et le code open source qui devient la nouvelle arme d'influence mondiale. Et Alibaba se repositionne à fond là-dessus. Investissement massif dans le cloud, plus IA, modèle maison et une stratégie open source agressif. On peut citer par exemple Qwen et compagnie, qui dit en gros, si on ne peut pas toujours acheter la meilleure techno, alors on va devenir la techno sur laquelle les autres construisent. Et c'est bien pour ça que la Chine fonce à fond dans l'open source de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est ultra important, mets un petit commentaire, etc. Ça m'aide à développer la chaîne. Merci beaucoup à toi. Et donc, Jack Ma, il a incarné pendant longtemps cette Chine qui copie, qui apprend, qui accélère, puis qui finit par devenir parfois meilleure. La Chine qui court derrière les États-Unis jusqu'au moment où elle se retourne et dit « Ok, maintenant, on se bat à égalité ». Son histoire résume le duel des deux superpuissances technologiques. Au début, l'Amérique invente, la Chine observe. Jack copie des modèles, puis les adapte mieux au terrain, comme Taobao contre eBay. Ensuite, la Chine construit sa colonne vertébrale. Paiement, cloud, et Jack Ma devient le visage de ce rattrapage. Et aujourd'hui, le rattrapage n'est plus sur des sites web. Il est sur des technologies de rupture. IA, open source, hardware, souveraineté. Mais la plus grande leçon de l'histoire de Jack Ma, elle est humaine. Ce gars, c'est pas devenu Jack Ma parce qu'il était le plus intelligent en maths. Il est devenu Jack Ma qu'on connaît parce qu'il a compris 3 règles. La vision bat le CV. On lui a fermé toutes les portes. Donc il a construit sa propre porte. Savoir s'entourer, c'est une compétence. Il n'a jamais prétendu être le meilleur ingénieur. Il a recruté des ingénieurs,
des financiers, des tueurs en exécution. Et lui, il a tenu le cap. Et aussi, dans certains pays, la tech ne gagne jamais contre la politique. Tu peux être milliardaire, tu peux être une rockstar, mais si tu touches au pouvoir, le pouvoir te rappelle qui dirige. N'oubliez jamais, la tech, c'est aussi politique. Et ça, c'est un peu le wow final. Jack Ma, c'est un miroir de la Chine moderne, celle qui s'ouvre, produit, copie, progresse, impose ses standards et qui maintenant veut peser sur la prochaine ère, l'ère de l'IA. On ne sait pas si le vétéran Jack retournera sur le champ de bataille, mais une chose est sûre, son histoire restera une légende, parce qu'elle dit à chaque génération, tu peux être le candidat numéro 24 qui n'a pas eu le job chez KFC et finir par construire une machine qui change un pays entier. Et aujourd'hui, quand tu vois la Chine qui accélère sur l'IA, l'open source, les puces, le cloud, tu comprends que Jack Ma n'était pas juste un businessman, il était l'un des premiers visages du réveil chinois.